Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures du Pipin qui cette fois-ci sera dédiée au bilan lecture de mon Cold Winter Challenge 2021-2022. Et est-ce que j'ai réussi à aller jusqu'au bout? Est-ce que j'ai tenu bon avec toutes mes lectures ou est-ce que j'en ai rajouté par-ci par-là? C'était une catastrophe. J'ai craqué complet, je n'ai rajouté partout qui n'était absolument pas prévu. Donc c'est un énorme fail pour ma part, je n'ai pas rempli du tout le contrat cette année pour ce Cold Winter. Ça m'apprendra. Ça va me permettre aussi de voir que me cantonner à une pile lecture quand j'ai une médiathèque pas loin, c'est trop compliqué. Donc il va falloir que je fasse la prochaine fois quelque chose du genre englober plein de titres et je piocherai dedans. On verra, on s'adaptera en fonction du challenge. Mais bref, commençons tout de suite avec le premier titre. Pour rappel, le Cold Winter Challenge a été réalisé cette année encore par Laure de la chaîne L'Enluminé. Ça se déroulait du 1er décembre au 28 février et c'était une chouette expérience une fois de plus, même si j'ai lamentablement échoué pour tout lire ce qu'il fallait. Mais je suis quand même contente d'avoir fait de très jolies découvertes pour ce challenge. Alors on commence tout de suite avec le premier menu qui s'intitulait Magie de Noël et la première sous-catégorie c'était All I Want for Christmas, avec en mots-clés romance de Noël, amour et amitié. Alors là j'en avais mis deux. J'avais mis un e-book qui s'appelait Amour, flocons de neige et poils de chat, et le roman que j'ai ci-dessous, voilà, qui s'appelle Changelings de Maria J. Romalet, et c'était auto-publié. Et je n'ai lu aucun des deux. Ça commence très très fort sur ce bilan. J'ai complètement échoué cette catégorie. J'en avais mis deux et finalement j'ai pas pris le temps ou je me suis laissée, on va dire, déborder par d'autres lectures qui n'étaient pas prévues dans le challenge. Ce qui fait que je n'ai pas pu les lire malheureusement. Alors j'avoue que pour la romance de Noël, je me suis pas trop forcée non plus et n'étant pas spécialement fan de romance, quand j'ai vu que je pouvais lire d'autres choses, je suis allée plutôt vers les autres choses, j'avoue. En revanche, Changelings, j'avais vraiment envie de le lire, et j'ai pas pris le temps malheureusement, donc je vais essayer de le caler quelque part dans un autre challenge, ou comme ça en lecture coup de tête, parce que j'ai vraiment envie de le lire et de voir ce que ça donne, parce qu'il y a d'autres livres de l'autrice qui ont l'air intéressants, donc celui-ci je vais me le mettre de côté, et je vais essayer de le lire incessamment sous peu. Ensuite, nous avions Lettre au Père Noël avec épistolaire, enfance et jeunesse. Et là, sur le côté, je vais vous mettre la couverture de Le fabricant de poupées de Cracovie, que j'ai lu celui-ci. Une très très jolie découverte. Et lui, c'était plutôt pour caser dans le jeunesse en fait. C'était reprendre l'histoire de la guerre 39-45 en Pologne, et du point de vue, on va dire, de la jeunesse justement. Donc pas quelque chose de trop violent pour ne pas choquer le jeune public. Donc très sympathique, où on suivait un fabricant de poupées qui, par un quelconque hasard, réussit à ramener à la vie une poupée. Et il va y avoir une espèce de corrélation entre les deux, entre ce monde des humains qui est en guerre contre les Allemands, et ce monde des poupées qui est en guerre contre le royaume des rats. Il va y avoir une amitié profonde entre cette petite poupée et ce fabricant de poupées, ainsi que d'autres personnages qui vont intervenir dans l'histoire. Très très sympa. J'avoue que j'attendais un côté un peu plus jeunesse, presque conte en fait, bien qu'il y a énormément de similitudes, je trouve, avec certains contes, comme notamment Casse-Noisette. Mais ce côté guerre, en fait, fait quelque chose de beaucoup plus sérieux que jeunesse, qui est très intéressant à aborder, mine de rien, donc une très jolie découverte. Alors ensuite, nous avions La danse de la fée dragée, avec comme thème fée, univers onirique, fantastique et fantasy. Et dedans, j'avais mis A Dance with a Fey Prince de Elise Kova, et j'ai pas eu le temps de le lire, je suis très déçue parce que j'avais adoré le premier tome qui était Deal with the F-King. Dès que j'ai vu que le tome 2 était sorti, je l'ai acheté et il est sur mon étagère et il prend la poussière parce que je l'ai pas lu encore. Tristesse parce que j'ai très très envie de me plonger dans celui-ci et voir si j'aime autant que le premier. Donc il faudra que je rattrape cette erreur incessamment sous peu parce que Elise Kova a une plume que j'aime beaucoup. J'en profite pour vous préciser comme quoi je vais pas faire les résumés de tous les livres que j'avais prévu de lire parce que déjà je les ai pas tous lus, donc je me rappelle pas de tous les résumés. Et si vous voulez vraiment connaître l'histoire de chaque livre, je vous mettrai tous les livres que je cite dans la barre d'infos et je vous mettrai un lien dans le petit i juste au-dessus qui vous emmènera sur ma palle initiale du Cold Winter Challenge où là je fais le résumé de chaque livre. Alors ensuite, on clôt le premier menu et on passe au second qui s'appelle Cocooning hivernal, avec en premier lieu Marron glacé où il fallait feel good et gourmandise.
Et là, celui-ci, je l'ai lu parce qu'il s'agissait de Mon hiver cosy de Caroline Millet. Et bah, c'était comme mon automne cosy, quelque chose d'adorable, de très cocooning, de très gourmand aussi, parce qu'elle nous propose beaucoup de recettes de cuisine très très alléchantes. Rien qu'en aquarelle, on a envie presque de dévorer le livre. Je vais vous faire un petit insert vite fait de quelques planches pour vous montrer la beauté de son livre. Tout est comme mon automne cosy, plein de DIY, de recettes, de moments cocooning, d'idées lecture, sorties, d'idées de films aussi, toutes en rapport avec la saison hivernale et tout en rapport avec ce que Caroline aime faire dans la vraie vie. Donc c'est très joli, magnifiquement illustré comme d'habitude. Et j'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'avoir mon printemps cosy entre les mains et plus tard, quand elle les aura tous fait, mon été cosy également. Parce que nul doute que j'ai adoré mon automne et mon hiver, donc j'aimerais très certainement mon printemps et mon été. Une très belle découverte et je vous le recommande à tous et à toutes, il est super sympa. Ensuite, on arrive à la sous-catégorie bonhomme en pain d'épices avec différence, tolérance, LGBTQI+. Là, c'est sur ma liseuse que ça se passe parce que j'ai lu Les mots silencieux. Et c'était une très jolie découverte parce que je ne m'y attendais pas. Je voulais le lire pour le point de vue différence qui ressortait dans les thèmes. On va parler d'une jeune fille qui a fait un AVC quand elle était encore dans le ventre de sa mère. Et pour conséquence, elle est devenue aphasique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'exprimer de manière correcte à l'oral, mais elle ne peut pas s'exprimer de manière cohérente avec des phrases et des mots, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à s'exprimer en fait. Ce qui fait qu'on va suivre l'histoire de cette jeune fille avec son handicap et comment elle va essayer de le surmonter dans la vie de tous les jours, depuis sa plus tendre enfance, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'université et qu'elle travaille en tant qu'étudiante et à l'université et en tant que serveuse dans un bar. Et on va suivre sa progression. Est-ce qu'elle va réussir à passer, on va dire, outre son handicap, malgré les regards, malgré les préjugés, malgré la société qui n'est pas tout à fait adaptée à des personnes qui sont comme elle, malgré une famille aimante, mais malgré également la méchanceté des gens. Ça peut être des élèves, des enfants, des professeurs, des gens dans la rue, les patrons, tous les problèmes qu'elle peut rencontrer en ayant ce souci de ne pas pouvoir s'exprimer comme elle le souhaiterait, et malgré le fait qu'elle aimerait vivre normalement en fait. Donc c'est très touchant, très poignant, très intéressant aussi de voir comment une personne handicapée de parole va réussir à s'adapter et s'intégrer à une société qui ne la comprend pas spécialement. C'est touchant. Et avec ça, on va essayer également de voir comment elle pourrait réussir à nouer une relation amoureuse. Relation qui est assez particulière, je dirais, parce que sans faire de spoil, les garçons ont tendance à soit l'ignorer, soit la traiter comme un monstre qui n'est incapable de parler, une attardée mentale, soit alors se moquer d'elle constamment et la trouver et l'utiliser comme cible de toutes les moqueries de l'univers en fait. Et il y a un garçon qui va réussir à se détacher de tout ça, mais qui a un comportement qui est pas très sain envers elle, que ce soit quand ils sont plus jeunes ou quand ils sont à l'université. Il y a des moments qui pourraient passer pour mignons, on va dire. On voit comme quoi il tient bien à elle, qu'il veut la protéger, qu'il veut réussir à la comprendre malgré le fait qu'il n'arrive pas à communiquer parfaitement. Mais à côté de ça, je trouve que c'est quand même un garçon très toxique, très possessif, qui n'arrive pas à passer à autre chose malgré les fois où la jeune femme peut le repousser. Il est omnibulé par cette femme et il ne veut pas passer à autre chose. Et il va se mettre à la suivre, à lui faire comprendre que c'est de sa faute à elle si lui se sent pas bien parce qu'elle l'a délaissé, alors que, je vais pas vous spoiler, mais vous verrez que dans l'histoire, il n'y a vraiment pas que elle qui est en cause. Et donc, il essaye d'être attachant, mais en même temps, il est ultra possessif, ultra toxique, je dirais presque. Et j'étais pas tout à fait fan en fait de cette relation avec cette jeune femme qui n'arrive pas à se défendre, qui s'attache à une relation parce qu'elle pense que c'est la seule qu'elle puisse avoir de toute sa vie. Et en même temps, ça lui fait mal parce que ce garçon ne lui fait pas que du bien justement, il l'a détruit aussi quelque part. Donc j'étais un petit peu mitigée pour celui-ci. Donc c'est une belle découverte, mais en même temps il y a 2-3 choses qui me dérangeaient dedans, donc en demi-teinte pour celui-ci.
Et la dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle Vitrine de Noël, avec pour thème graphique, manga, illustré, beaux livres imagés. Outre la quantité considérable que j'ai pu récupérer de mangas et autres BD ou comics à la médiathèque, mais qui ne faisaient pas partie du Cold Winter, la BD initiale que j'avais choisie, c'était Noir Burlesque. Et je l'ai adoré. C'était même un coup de cœur visuel, tellement le côté graphique m'a plu en fait. Un mélange, vous voyez, un peu à la Sin City, tout en graphique noir et blanc, avec juste une pointe de rouge pour faire ressortir un côté un petit peu punchy comme ça. Très original et j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, hop. Vous voyez, une planche pour vous montrer un petit peu comment le style graphique est organisé. Très joli, très sympa. L'histoire est assez sympa, mais c'est le premier tome d'une duologie, donc ça coupe en plein milieu et on a envie de connaître la suite. Parce qu'on est dans un monde un petit peu de gangsters à la Al Capone, mafia, tout ça, avec une jeune femme très sexy qui arrive au milieu et qui va être au centre, on va dire, un petit peu de la tourmente du gangster qui est là-haut. Parce qu'il est à moitié voyou, à moitié voleur, cambrioleur, à moitié héroïque quelque part, puisqu'il essaye de rembourser la dette de son beau-frère. Et à côté de ça, il est amoureux de cette jeune femme, mais cette jeune femme est censée se marier avec le chef de la mafia locale. Et il n'entend pas tout à fait de cette oreille, donc comment ils vont réussir à gérer les dettes, et gérer les relations amoureuses, sans être dans trop de pétrin. Et malheureusement, on ne peut pas le savoir avant le tome 2. Donc je suis assez frustrée parce que je veux la suite, je l'ai adoré. Et si le 2 est aussi beau visuellement que le premier, ça va être un double coup de cœur et j'attends avec impatience de pouvoir le lire. On en a fini avec ce menu, on passe maintenant au suivant qui s'appelle Hiver sombre. Et en première sous-catégorie, nous avions Ouj, avec comme thème anti-héros, conflit et mensonge. Alors là, je me rappelle que j'avais hésité entre deux. Entre Wild, de Nicholas Eames, le tome 1 qui s'appelle donc La mort ou la gloire, publié aux éditions Brajlon, ou celui qui est juste derrière ma tête, qui est Nevernight, le tome 2, publié chez De Saxus. Et l'un comme l'autre, malheureusement, je n'ai pas pu les lire. Pourtant, c'est pas faute d'avoir eu envie, parce que Wild, ça fait un bon bout de temps que je l'ai dans ma palle, que j'ai envie de le découvrir, parce qu'il a l'air incroyable, j'en ai que des bons retours. Qu'il y a le tome 2 qui est sorti, et que si jamais ça me plaît, j'aimerais bien les avoir lus avant qu'il y en ait 40 qui soient sortis, et que je sois complètement à la bourre. Et pour Nevernight, parce que j'avais adoré le premier tome, j'avais très très envie de lire le second. Je l'avais précommandé dès qu'il était sorti et j'ai pas eu le temps de le lire. Et pourtant, le tome 3 est déjà en précommande, je l'ai déjà précommandé alors que j'ai pas lu le tome 2. Et donc il est temps que je lise parce que le troisième va sortir au mois de mai, j'aurais toujours pas lu le tome 2. Donc dommage parce que c'est deux petits livres que j'ai bien envie de lire et donc il va falloir que là aussi je me rattrape. Ensuite, en autre sous-menu, nous avions Stalactite ensanglantée avec pour thème horreur, thriller et suspense. Je pense que là, j'avais à peu près coché toutes les catégories parce que j'ai lu énormément de thrillers. Pas tous pour le Cold Winter parce que je suis bien évidemment incorrigible. Mais j'ai quand même validé cette catégorie avec un Franck Tillier qui s'appelle Le Syndrome E. Et j'ai choisi celui-ci parce que en fait, c'est le premier tome, on va dire, où on va avoir la rencontre entre Charcot et Hennebel, qui sont les deux policiers les plus emblématiques donc de la série de Franck Tillier. Et j'en ai lu d'autres de Franck Tillier parce que j'adore cet auteur, mais pas dans l'ordre. Donc je me suis dit il était temps quand même de combler déjà les lacunes que j'avais point de vue histoire, parce que les lire dans le désordre, on arrive à comprendre, mais on n'a pas quand même tous les tenants et aboutissants. Donc il était temps que je lise les tomes qui me manquaient et que je commence dans le bon ordre cette fois-ci. Et pour faire un bref résumé, on va suivre d'un côté Lucie Hennebel qui va se retrouver face à un phénomène étrange. Quand les personnes visionnent un film, elles deviennent aveugles. Et de l'autre côté, on va suivre Charcot qui va se retrouver face à 5 cadavres mutilés qui viennent de ressurgir pendant un chantier. Et ça va être une course-poursuite qui vont entremêler les deux enquêtes, qui vont partir entre le Canada, le Caire, la France, des soucis politiques, historiques. Et une fois de plus, la plume de Franck Tillier va nous envelopper et nous embarquer directement dans un voyage incroyable, une course contre la montre pour trouver le ou les tueurs qui sévissent entre Lille pour Lucie Hennebel et Paris pour Charcot. Incroyable. La première rencontre de ces deux personnages est fabuleuse et j'ai franchement qu'une envie, c'est de lire maintenant Gattaca, qui est la suite directe,
parce que la fin est un cliffhanger putassier, comme dirait le fossoyeur de film, mais un cliffhanger qui fait que on a envie tout de suite de lire ce qui se passe pour le prochain. Petit teasing, je vous réserve une petite surprise dans une prochaine vidéo qui va avoir un rapport avec le syndrome E et Franck Tillier. Mais je n'en dis pas plus, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ensuite, en prochaine sous-catégorie, nous avions Père Fouettard, avec comme thème Forces obscures, enfer et démons. Et là, je devais lire Noces d'enfer sur ma liseuse, et malheureusement, pareil, j'ai encore échoué, je n'ai pas eu le temps de le lire. Et j'avoue que celui-ci, j'ai eu le malheur d'aller regarder les avis sur Livre Addict, et il était très très moyennement noté, donc j'avoue que ça m'a un petit peu influencé dans le style « Ah, s'il n'est pas si bien noté que ça, peut-être que je vais lire d'autres livres qui m'ont l'air un peu plus attrayants, mieux notés, plutôt que celui-ci qui risque peut-être de me décevoir. » Et ça s'est fini comme ça au final, je ne l'ai pas lu. Il faudrait que je le lise quand même pour me faire mon propre avis, mais ce ne sera pas dans le cadre de ce Cold Winter malheureusement. Ensuite, le dernier sous-menu de cette catégorie s'appelait Marcher sous la neige, où nous devions lire quelque chose en rapport avec le huis clos, enfermement et solitude. Et celui-ci, je l'ai lu, c'était Le Sanatorium de Sarah Pearse, que j'ai lu sur ma liseuse. Et ce fut une énorme déception, malheureusement pour moi. J'en attendais vraiment beaucoup, de par le fait que ça se passe dans un sanatorium, que ce soit un thriller, que ce soit un huis clos, que ce soit peut-être aussi un petit clin d'œil à Shining avec cette ambiance tempête de neige, perdue au fin fond de la montagne, avec des choses étranges qui se passent. Mais en fait, tout ce que j'attendais, c'est un flop, c'est tombé à l'eau malheureusement. Ça partait d'une bonne idée avec une policière qui est en vacances et qui va aller dans ce fameux sanatorium qui a été converti en hôtel de luxe pour fêter les fiançailles de son frère. Et à partir de là, un meurtre va être commis et elle va devoir reprendre du service car en même temps, une tempête de neige s'abat sur le sanatorium et va complètement les couper du reste du monde. Donc ça partait d'une bonne idée, mais ça partait de quelque chose qui me semblait assez punchy, assez entre guillemets glauque aussi, point de vue que ça se passe dans un sanatorium, donc quand même une bâtisse qui a un lourd passé avec des malades, avec des morts, avec des expériences certainement sur les patients. Et cette ambiance un petit peu donc de huis clos, avec cette tempête de neige qui présage certainement une avalanche qui va menacer d'engloutir le sanatorium, il y avait du potentiel et finalement, il n'y avait pas ce que je recherchais derrière. C'est assez plat, alors que ça devrait être assez dynamique. Et franchement, le gros souci, le point noir que j'ai trouvé pour ce roman, c'était la protagoniste principale, en fait, l'héroïne, Eileen, qui est bourrée d'anxiété, de problèmes de santé, de problèmes mentaux, de problèmes dus à son enfance, dus à plein de choses, la claustrophobie, l'anxiété sociale, elle a des crises d'asthme également. Bref, plein de traumas, plein de maladies et plein de problèmes qui vont la couper dans son élan pour pouvoir déjà aller mieux et pouvoir résoudre cette enquête. Et le fait qu'à chaque moment crucial, elle va être bloquée par une crise d'asthme, une crise de claustrophobie, un trauma du passé qui va revenir la hanter et la coincer, une terreur nocturne, de la peur, de panique de l'eau. Bref, à chaque fois, elle va être confrontée à une de ses propres peurs qui va la paralyser et qui va également paralyser le lecteur dans son avancée de l'enquête. Et c'est terriblement frustrant et ça en devient même terriblement chiant en fait. Désolée pour les mots que je marche pas, mais ça bloque le lecteur dans son avancée. Et nous, on a envie de voir ce qui va se passer, on a envie d'avoir une histoire fluide, on a envie de voir ce qui va se passer avec ces meurtres. Et on est constamment bloqué, constamment empêché d'aller plus loin à cause justement de ces fameuses phobies. Ça pouvait être original, la fin en soi ne m'a pas convaincue, mais appelle soit à une suite, soit carrément à un début de saga avec Eileen en protagoniste principale. Mais ça ne m'a absolument pas convaincue malheureusement, donc à l'état actuel des choses, c'est pas un livre que j'ai apprécié, c'est pas une lecture qui m'a fait vibrer, et c'est pas une saga que je vais continuer si jamais ça devient une saga malheureusement. On change de menu avec maintenant celui qui s'appelle Marcher sous la neige, et la première sous-catégorie s'intitule Pôle Nord, où il fallait comme thème hiver, froid, pays froid et neige. Ici j'avais choisi de lire La Passe Miroir, le deuxième tome,
qui est derrière ma tête lui aussi, et que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire lui aussi. Pourtant j'avais adoré le premier tome, j'avais trouvé l'histoire palpitante avec un petit quelque chose qui fait qu'on est forcément attiré par cette histoire et qu'arrivé à la fin, il faut enchaîner avec le second tome. Et malheureusement j'ai lu d'autres choses à la place et j'ai pas pu lire celle-ci. Pourtant ça me fait bien envie, donc je pense que incessamment sous peu je vais sortir le second tome et je vais le dévorer certainement, lui aussi. On passe à l'autre sous-catégorie qui s'appelle donc logiquement Pôle Sud, avec comme thème voyage, cheminement personnel et évolution. Pour celui-ci, j'avais mis La carte des confins de Marie Repelin, publié chez Pocket Jeunesse, et j'ai pas pu le lire. Et ça, je suis extrêmement frustrée parce que comme Wild, ça fait partie des livres dont j'attendais la sortie avec impatience, que j'ai acheté et que malheureusement j'ai mis de côté, je suis passée à d'autres lectures alors qu'il me fait extrêmement envie. Donc je pense que celui-ci, il y a d'autres challenges qui arrivent, je vais essayer de le ressortir pour le lire parce que il a l'air incroyable et en plus le tome 2 arrive incessamment sous peu, donc il est temps que je me mette à lire celui-ci. La prochaine sous-catégorie s'appelle Forêt enneigée, où il fallait lire quelque chose en rapport avec les animaux, l'écologie, le nature writing. Pour celui-là, j'ai lu Pastoral de Aki Ollikainen, sur toujours ma liseuse, et demi-teinte, mais demi-teinte où j'ai pas tout à fait compris le but de l'histoire en fait. C'est assez particulier. On suit une espèce de quête de vie un petit peu sur plusieurs familles au fin fond de la Finlande, mixé à un ode à la nature qui est très très beau. La plume de l'auteur pour décrire la nature est magnifique. On dirait presque un peintre qui nous dépeint un tableau magnifique sur la nature, sur la faune, la flore, sur l'habitude des gens de ce pays à travailler avec la nature en conjointement. C'est très beau, on sent que l'auteur est photographe et qu'il arrive parfaitement à capturer cet instant magique qui va créer la photo parfaite. On le sent, il nous le retranscrit très bien dans le livre. En revanche, le côté histoire m'a laissé un petit peu dubitative, on va dire. Ça ne bouge pas, c'est vraiment de la contemplation. Et au final, la nature est très belle, mais l'histoire n'est pas très passionnante malheureusement. Je n'ai pas tout à fait compris où est-ce qu'il voulait en venir, à part nous décrire, oui, que la nature est rude, que l'être humain est compliqué, et que vivre, parfois, ça peut être si compliqué, surtout quand on est dans un endroit aussi reculé que la campagne finlandaise. D'accord, mais pas plus que ça pour moi. C'était un petit peu en demi-teinte pour lui aussi, malheureusement. J'ai apprécié la plume, mais pas l'histoire en soi, malheureusement. On arrive maintenant au dernier menu, qui était le menu bonus de ce Cold Winter Challenge, et il s'appelait Sorcellerie hivernale. Le premier sous-menu s'appelait Étoile des neiges, avec pour thème astronomie, astrologie et science-fiction. Pour lui, j'avais choisi Phobos de Victor Dixon, et frustration une fois de plus, je n'ai pas pu le lire. Mais que voulez-vous, c'est entièrement ma faute, donc maintenant je me retrouve malheureusement avec Phobos, que j'avais énormément envie de lire, et que je n'ai pas pu lire, donc ce sera certainement pour une prochaine fois. Et j'espère découvrir très rapidement ce roman de Victor Dixon. Autre sous-catégorie, Baba Yaga, avec comme thème sorcellerie, féminisme et fan de pouvoir. Alors là, j'en avais mis deux. J'avais mis le 3e tome de Harry Potter en version anglaise, que je n'ai pas eu le temps de lire, même si j'avoue que ça aurait été une relecture pour moi. Je connais les films par cœur, j'ai déjà lu les romans, donc j'avoue que j'ai pas trop poussé de ce côté-là. En revanche, j'avais également mis Sorcery of Thorns, qui me faisait très envie. Ça m'intriguait beaucoup, il y a énormément de bons retours dessus. Je l'avais réservé à ma médiathèque, et je ne l'ai jamais vu arriver, malheureusement. Ma réservation a été prise en compte, mais n'a jamais été réservée. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un souci? Est-ce que la médiathèque était fermée? Est-ce que la personne était malade et n'a pas pu le faire? Bref, toujours est-il qu'au bout de 3 semaines de réservation, mon livre était toujours pas arrivé, et que ça m'avait grave saoulée. Donc j'ai annulé ma réservation et j'ai dit tant pis, je ne le lirai pas. Donc malheureusement, c'est une lecture que je n'ai pas pu lire, mais là, pour une fois, c'était pas de mon fait. Je l'avais réservé, je voulais le lire, et je n'ai pas pu. C'est la grande tristesse, j'espère qu'un jour je pourrai enfin réussir à le lire, parce que c'était quelque chose qui m'intriguait vraiment. Et on arrive à la dernière sous-catégorie qui s'appelle Yule,
avec comme thème mythes, légendes, contes et réécriture de contes. Et là, j'avais choisi de lire Lore, la dernière parution de chez De Saxus, qui est quelque part derrière ma tête. Il doit être hors champ, il est sur l'étagère du haut, donc vous pouvez pas le voir. Et malheureusement, c'est la dernière catégorie, mais c'est également le dernier livre que je n'ai pas réussi à lire pour ce challenge. Pourtant, pareil, je l'attendais avec impatience, je l'ai précommandé dès qu'il était disponible, et il est là, hein, mais je l'ai toujours pas lu. Donc, cette dernière lecture loupée va clore ce Cold Winter Challenge, qui est une petite catastrophe pour mon cas, parce que j'ai lu beaucoup de livres, certes, mais beaucoup de livres qui ne faisaient pas partie initialement du Cold Winter. Ce qui fait que, fatalement, quand on prévoit de lire quelque chose et qu'on ne le lit pas et qu'on lit autre chose à la place, on échoue au challenge. Et oui, platement, à plate couture, je me suis fait battre par moi-même en plus, parce que je suis incapable de résister aux livres que je vois en médiathèque. Mais ça me fera retenir la leçon. Je participerai très certainement au prochain Cold Winter, tout comme je participerai à d'autres challenges saisonniers, parce que ça me plaît beaucoup. Mais je trouverai une autre technique pour pouvoir réussir à lire plein de livres, quitte à mettre plusieurs auteurs dans une même catégorie ou plusieurs romans, pour être sûr que j'en piocherai un parmi tout cela et qui pourra donc me faire valider mon challenge pour cette année. C'était quand même une très belle expérience, je remercie l'Enluminé de nous avoir créé un super challenge encore une fois pour cette année. Ça m'a permis de découvrir plein de nouveaux livres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez participé, si vous avez réussi votre challenge ou, comme moi, vous avez échoué parce que vous n'avez pas eu le temps de tout lire. Dites-moi tout dans les commentaires, qu'on puisse échanger là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles nouvelles lectures et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin. Allez, ciao!